Bon, ok, pour le retour, Ulysse. Ouais. Ouais, Ulysse. Bon, ce qu'on fait, c'est que toi et tes hommes, vous prenez Waze. Il va vous faire passer par des petits chemins sympas. Vous allez visiter un peu du pays. Bon, ça va peut-être prendre un petit peu de temps, effectivement. Bon, ça pourra pas durer. Enfin, ça va durer peut-être aussi longtemps que la guerre de 10 ans qu'on vient de se taper. Mais bon, au pire, c'est pas grave. Au moins, vous allez voir du pays. Puis, ça va être sympa. Vous allez plus ou moins tous les jours risquer la mort avec le nombre de créatures et de monstres que vous allez croiser qui vont essayer de vous buter. Puis, tout simplement, ça va tellement être long que la solitude, la faim, la soif auront raison de bon nombre de tes hommes qui ne se seront pas fait dévorer avant. Puis le traumatisme aussi de la guerre qu'on vient de faire, hein, ça va pas mal vous taper dedans. Hein. Donc voilà, et toi tu devras vivre avec le fait que la grande majorité de tes hommes ne reverront pas leur chez eux, qu'ils n'ont pas vu depuis déjà bien longtemps, parce qu'ils survivront pas au voyage. Mais bon bref, au moins vous verrez du pays, ça va être sympa. Et nous en attendant, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'autoroute et on se rejoint tous à la maison, ok? Non. Non, 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 pas ok, non. Non, flemme un peu, hein. Ouais, ouais, non, non, je vais y aller à la nage. Je vais y aller à la nage, ça va être moins long et chiant à la nage, hein. Ouais, puis en plus j'ai pris mon moule bite dans mes bagages, donc ça va être parfait. Ouais, non, moi j'y vais à la nage. Partez devant, je vous rejoins, ouais. Ouais, on dit qu'on fait comme ça. Ouais, ouais, c'est pas mal, ouais. Ouais, ouais, on va faire comme ça. Euh, euh, euh. Les chroniques du lombric. Cette armure n'est pas une armure, vraiment, c'est une veste, c'est une veste de costard à la base, hein. Donc vraiment, c'est terrible à quel point j'ai aucun budget pour faire des costumes. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite critique qui sera aujourd'hui consacrée au film L'Odyssée, réalisé par Christopher Nolan et qui est sorti le 15 juillet dernier. Le film raconte l'histoire de Ulysse qui, après la guerre de Troie, après avoir vaillamment combattu et gagné la guerre de Troie grâce à son fameux cheval, il entreprend le voyage de retour avec ses hommes qui va pas se passer super. Et en parallèle de son voyage retour, on va suivre également son fils Télémaque et sa femme Pénélope, la femme d'Ulysse, pas de Télémaque, qui eux sont restés donc à la maison, hein, concrètement, à Ithaque, et qui doivent un petit peu essayer de garder leur maison et leur pouvoir face à tout un tas de prétendants qui essayent d'usurper le trône de quelque manière que ce soit. Et du coup, on va suivre un petit peu ces deux récits. Voilà. Adapter l'Odyssée, c'est couillu. Parce que c'est la mère... Non, c'est la grand-mère de toutes les histoires du monde. C'est l'Odyssée et l'Iliade par Homère qui ont posé les bases de toutes les histoires racontées dans le monde, avec le récit initiatique, le parcours du héros, le tout ça, enfin c'est voilà quoi, c'est ça qui a tout fait. Donc c'est vraiment... c'est pionnier dans l'histoire du monde, c'est un gros truc l'Iliade, hein. C'est pas Joe Clodo quoi, pas juste un petit récit de fiction sympathique. Et en fait c'est un gros bouquin quand même, c'est très ancien. J'ai des spasmes. I'm a scatman. Il se passe beaucoup de choses. Donc c'est un petit peu inadaptable quoi, c'est très compliqué à adapter. Et du coup j'étais très curieux de voir Christopher Nolan, petit réalisateur pas trop connu qui a réalisé 2-3 boutilles par-ci par-là, hein, bien sûr. Je suis Jean-Michel Sarcasme. Voir un grand réal comme Christopher Nolan s'attaquer à un récit comme l'Odyssée, ça donnait envie. On va pas se mentir, moi j'avais hâte de voir ce qu'ils allaient en faire, comment il allait le traiter, comment il allait l'adapter surtout. Et en vrai c'est bien. Non, le film est plutôt bon. C'est pas le meilleur Nolan, je pense, voilà, je pense pas que ce soit le meilleur Nolan. C'est un très bon film qui est très prenant, on est dedans du début à la fin. Moi en tout cas je l'ai été. Et c'est épique. En même temps, on a le droit de s'attendre à de l'épique quand on raconte cette histoire-là. Donc il y a de l'épique bien comme il faut. Enfin, c'est vraiment très chouette. C'est riche en péripéties, en scènes d'action et également en développement de personnages et en moments forts. Donc voilà, ça reste un bon film. Mais effectivement, l'adaptation, c'est une bonne adaptation. On retrouve tous les trucs principaux, on retrouve l'âme du récit, avec quelques ajouts un peu plus contemporains, notamment tout ce qui fait de la guerre de Troie, concrètement. Tout ça, le côté, l'impact, on va dire, de la guerre de Troie, c'est très cool. Pour le coup, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça m'a pas mal plu, c'est pas mal fait.
raconté jamais vraiment frontalement pendant très longtemps. Et puis ouais, on sent quand même cet impact sur le personnage, enfin, sur les personnages, sur tout ça. Et c'est vraiment fort et c'est vraiment très bien. Je trouve que ça apporte vraiment un truc et c'est très cool. Et puis c'est très bien réalisé, quoi. C'est vraiment très bien foutu. Il y a tout un truc avec le personnage d'Athéna qui est hyper chouette et qui a tout un truc justement dans cette symbolique de Troie, tout ça, que j'ai trouvé vraiment chouette. Donc non, franchement, très cool. Mais dans l'adaptation, il y a quand même du coup des trucs qui ont été raccourcis. Encore une fois, c'est normal, tu peux pas tout raconter, tout ça. Mais c'est un peu dommage parce qu'il y a certains moments, certains aspects, certaines péripéties du voyage d'Ulysse qui sont peut-être un peu trop raccourcis, un peu trop édulcorés, un peu trop tout ça, qui fait que il y a un peu une sensation, le récit est sur pause. Sur certaines d'entre elles, pas sur toutes, hein, il y en a où on sort en avant un après, où on apprend des trucs qui font avancer un peu l'histoire pendant. Mais sur certaines d'entre elles, on a vraiment l'impression que c'est juste là pour dire ah bah il a perdu des hommes. Ah bah là il avait 3 bateaux et bah, maintenant il n'en a plus qu'un parce qu'ils ont fait ça. Ouais, on s'en fout un peu quoi, ça fait pas avancer l'histoire. Mais du coup il y a ce côté un peu filler. Et il y a ce côté un peu... j'ai pas eu ce problème là moi parce que je connais bien l'histoire d'Ulysse, j'ai lu le bouquin l'Iliade au collège. Et je fais partie des rares à l'avoir vraiment lu. Et donc je connais les bases, j'aime bien la mythologie. Donc je connais vraiment plusieurs trucs. Je connaissais pas tout. Enfin, je me rappelais pas de tout, mais je connaissais vraiment toutes les grandes lignes de l'histoire, tout ça, à peu près toutes les péripéties, les machins. Mais je l'ai vu avec quelqu'un qui, pour le coup, n'avait jamais lu l'Iliade, qui s'intéresse pas énormément à la mythologie, enfin qui connaît vite fait les grandes lignes d'Ulysse, quoi. Mais vraiment qui, du coup, plus ou moins découvrait tout. Il y a plusieurs moments devant le film, je me suis dit, ah, je sais que cet élément-là, je le comprends parce que je connais, parce que j'ai la ref, mais est-ce que si t'as pas la ref, tu comprends vraiment? Et en discutant donc avec la personne avec qui je suis allé le voir, qui donc connaissait pas, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a des trucs qui peuvent être un petit peu flous et un petit peu compliqués, entre guillemets, à comprendre. Tout un truc autour de Calypso. Calypso, quand tu regardes juste le film, c'est difficile un peu de comprendre qui elle est, pourquoi, comment. Alors que, moi j'ai pas eu de problème parce que je savais qui c'était, je savais ce qui allait se passer avec elle, je savais beaucoup de choses. Mais quand tu sais pas, tu te dis c'est qui cette meuf sur une plage habillée d'un filet de pêche qui traîne avec Ulysse. Enfin, qui es-tu? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que t'es gentil? T'es méchant? Quel est le but? Quelle est ta place? Et voilà, et il y a plusieurs autres éléments comme ça où c'est un peu l'effet Oppenheimer, j'ai envie de dire. Oppenheimer que j'ai pas spécialement adoré, on va pas se mentir. J'ai même pas énormément aimé Oppenheimer parce que je suis nul à chier en sciences, je n'aime pas ça. C'est pas mon truc, je suis pas du tout un scientifique. Et j'ai eu la sensation, enfin je connaissais rien de l'histoire d'Oppenheimer, et j'ai eu la sensation qu'à plusieurs moments devant Oppenheimer, si le film, enfin si t'avais pas un minimum de connaissances de base, le film t'abandonnait sur le coin de la route comme un chiot au début du mois de juillet. Et il y a plusieurs moments devant Oppenheimer où j'avais la sensation que le film me disait tu connais pas, tant pis pour ta gueule. Et du coup c'est peut-être un peu le même effet là, c'est le même réel, mais du coup c'est peut-être un peu le même effet là de il y a peut-être des trucs qui se permettent de pas raconter ou vaguement, en partant peut-être du principe que les gens connaissent l'histoire, sauf que c'est pas le cas de tout le monde, et voilà, et du coup on peut facilement se laisser distancer, ce qui est un peu dommage. Moi j'ai pas eu ce problème, mais la personne avec qui je suis allé le voir l'a eu un petit peu. Ça lui a pas gâché le film, hein, ni rien du tout, mais il y a eu ce petit truc de... il y a eu quelques questions après la séance de... Et du coup c'était qui elle, et du coup c'était qui eux, et du coup c'était quoi ça, et voilà. Et dans le côté adaptation de certains moments trop courts, il y a des passages... tous les passages cultes y sont, hein, globalement, hein, clairement, tous les passages cultes de l'histoire sont là, mais il y a des versions raccourcies, et notamment il y a des moments cultes de ces passages cultes qui sont pas forcément là. Notamment avec Polyphème, le Cyclope. Il n'y a pas tous les éléments qu'il devrait y avoir. Ce qui m'a un petit peu, entre guillemets, déçu, bah c'est quand même con de pas mettre ça, alors que c'est le principal truc, enfin c'est le principal truc de tout ce moment-là dans le bouquin. C'est dommage de ne pas avoir mis ça. En plus, c'est Polyphème, le Cyclope, c'est plus ou moins la scène que tout le monde connaît de Ulysse, quoi. Donc, c'est un peu dommage de ne pas l'avoir traité en entier, d'avoir fait que, de l'avoir fait en raccourci comme ça. Mais
c'est un défaut sans être un défaut, parce que si on veut pas que le film dure 8 heures, bah faut bien faire des coupes et raccourcir des moments et tout ça, et la compréhension n'y est pas entachée, l'esprit reste conservé, les conséquences sont toujours là, donc il n'y a pas de problème en soi, tu vois. Mais j'étais un peu triste de merde, il n'y a pas tout, c'est un peu con quand même pour le truc culte du voyage du Lys que tout le monde connaît. Et pareil dans le côté, alors ça pour le coup c'est purement personnel, mais moi la scène que j'attendais le plus, l'étape du Lys que j'attendais le plus, c'est Charybde et Scylla, qui est que je veux pas raconter pour les gens qui ne connaissent pas, mais c'est moi c'est la scène qui m'a le plus marqué du bouquin. Voilà, c'était quelque chose que j'attendais, Charybde et Scylla. Et autant Charybde, c'est pas trop difficile de pas le rater hein, dans l'idée, mais Scylla, j'étais très déçu par Scylla. C'est censé être une créature assez marquée, on va dire, Scylla, pour rester flou, parce qu'il y a forcément des gens qui ne connaissent pas, et j'ai pas envie de tout spoiler, mais c'est censé être une créature quand même assez marquée, avec un physique marqué aussi, qu'on a déjà... Il y a d'autres créatures dans le même style dans la mythologie, donc c'est un physique entre guillemets commun dans la mythologie, mais c'est quand même un physique marqué tout ça, et qui là est totalement différent. Scylla est devenue Rocky de Projet Dernière Chance. C'est vraiment ces 3 petites tentacules de pierre qui viennent et qui font touc, touc, et qui se servent en mode genre, toi je vais te prendre entre mon doigt et mon index, toi je vais te prendre comme ça, et toi comme ça, et blablabla. J'ai été très déçu par ça, j'avoue. Il y a peut-être un côté symbolique de... ils sont emportés par les rochers et tout ça machin, mais il y avait des façons mieux de le faire, et enfin j'ai trouvé que c'était... Et ça c'est mon côté fan aussi qui est un peu déçu, mais j'ai trouvé vraiment que Scylla faisait un peu pitié quoi. C'est vraiment c'est des petites tentacules de pierre qui viennent, c'est pas très menaçant, ça se passe très vite, mais en même temps c'est normal, parce que dans le bouquin aussi ça se passe très vite, tu passes dans un col, enfin tu passes dans une trouée, tu vas en ligne droite quoi, tu t'arrêtes pas, donc dans l'idée ça se passe forcément vite, mais je sais pas, c'était un peu décevant. J'étais déçu par cette scène-là, alors c'est celle que j'attendais le plus. Les 2 scènes que j'attendais le plus, ouais, c'était Polyphème le Cyclope et Charybde et Scylla, et les 2 m'ont, par certains aspects, déçu. C'est un peu dommage. Mais au-delà de ça, tout y est, c'est quand même très prenant, c'est très très divertissant, il y a de très bonnes scènes, il y a des très bonnes idées de mise en scène aussi. C'est Christopher Nolan, le mec, c'est ce qu'il fait dans l'idée. Il y a tout un truc à un moment sur une île, ils sont attaqués par des trucs et t'as les arbres qui commencent à bouger et à faire des choses. Et c'est super bien comment c'est fait quoi. Il y a vraiment le côté nous perdre un peu dans l'espace et dans tout ça, enfin c'est très très bien géré. Il y a tout un moment, une séquence de transformation physique, au pluriel, qui, pareil, c'est très très marquant, c'est très physique pour le coup, c'est très organique et c'est dégueulasse, mais ça marche super bien. Franchement, c'est assez très créatif et très marquant, et je pense que c'est peut-être le truc qui va peut-être le plus me marquer du film, ce moment de cette étape-là de transformation physique. Qui est vraiment, ouais, elle est vraiment prenante cette scène-là, et c'est très marqué visuellement, et enfin c'est très chouette. Il y a un travail du son qui est très élaboré aussi, Christopher Nolan, encore une fois, mais il y a un travail du son, de la musique, il y a un leitmotiv qu'a Ulysse, c'est il fait sonner un peu la corde de son arc, et à chaque fois qu'il fait ça, il y a un effet sonore, à moitié entre la corde juste d'arc comptant et la corde de guitare qui fait une note. Et ça s'inclut en général très bien dans les musiques et dans ça, et c'est une très bonne idée, et c'est un leitmotiv qui fonctionne super bien et qui a un très bon payoff, qui a tout ça, et pour le coup, auditivement parlant, c'est super chouette. Pareil, le Cyclope Polyphème, quand on l'entend crier, c'est waouh. J'ai vu le film en IMAX en plus, donc le son est encore plus bon. Et ça a des frissons de dégoût et de terreur quand on entend Polyphème parler et notamment crier. Ça te retourne vraiment le bide. Il doit y avoir des très basses fréquences dans l'audio qui te retournent le bide. Enfin, c'est très intéressant et très bien géré. C'est vraiment chouette. J'ai bien aimé son design en plus à Polyphème. C'est assez original
c'est pas juste un cyclope bête et méchant comme on voit tout le temps partout. Il y a un côté, il a un côté pierre un peu. Il fait un peu rocailleux limite. Enfin, je sais pas. Je dirais qu'il est vraiment juste sorti de la pierre et il a une espèce de visage un peu déformé qui rend mal à l'aise. On est vraiment mal à l'aise quand on le regarde ce Polyphème et du coup bah ça fonctionne très bien hein, dans l'idée, ça fonctionne vraiment très très bien. Et du coup c'est vraiment hyper intéressant et il y a plein d'idées comme ça de design aussi qui sont très recherchées. Le roi Agamemnon qui a fait partie des quelques polémiques qu'il y a eu avant que le film sorte quand il y a eu la bande-annonce, puisque internet. Mais les gens disaient oui c'est n'importe quoi, Agamemnon, on dirait Dark Vador ou Batman. Puis à cette époque-là, on n'avait pas des armures comme ça. C'est un film de cinéma, il faut aussi sublimer les choses. Et justement, Agamemnon, c'est le roi qui mène l'attaque, qui mène sa guerre, quoi. Et on voit jamais son visage, en fait. Le seul moment où on voit vraiment son visage, il est plein de poussière et de boue, enfin, même, et avec son casque qui prend à moitié, donc même là on distingue pas vraiment son visage. Mais dans l'idée, il est là plus pour être une présence en fait. C'est la présence militaire dirigeante au combat, tout ça quoi. Il est pas là pour être crédible entre guillemets quoi. C'est symbolique en fait. Et pour le coup, je trouve que son costume est très très réussi là-dedans parce que effectivement, ça évoque Batman, ça évoque Dark Vador, d'accord, mais justement, ça travaille cette idée, cette armure toute bleu marine noire à côté de toutes ces armures, toutes les armures blanches à 3 et puis toutes les petites armures de cuir de ces soldats où ils sont en espèce de débardeur comme ça machin, alors que lui est très très habillé, très tout ça, son casque qui prend tout son visage qui est gigantesque avec les vertèbres au niveau de la nuque. Moi ça à chaque fois qu'il y avait un plan sur ces putains de vertèbres dans la nuque, j'avais un frisson de... Ah, ça me mettait mal à l'aise, donc c'est vraiment réussi quoi, ce costume est super. Et encore une fois, même les moments où il enlève son casque et où on est censé, on devrait voir son visage, même là il est filmé de dos, de tout ça, enfin, il est là pour être une présence. Donc oui, ça colle pas à la réalité historique. Bravo Sherlock, les cyclopes ça n'a jamais existé non plus, dans l'idée. Va falloir se desserrer le slip quoi, c'est un film de cinéma, faites pas des polémiques là-dessus quoi, on te parle de sirènes, de cyclopes, de géants, enfin c'est un moment, faut arrêter de chercher la petite bête quoi, c'est bon quoi, c'est vraiment crier au scandale pour crier au scandale quoi. Posez-vous la question de pourquoi il a fait ces choix là quoi, c'est hyper intéressant à creuser. Christopher Nolan c'est le genre de mec qui travaille des métaphores, il travaille des idées comme ça, donc voyez un peu plus loin que le bout de votre nez bordel de merde. Je suis énervé contre internet, je suis énervé. Pour rester sur les polémiques aussi qu'a eu le film, puisque nous vivons dans un monde un petit peu de barge, les deux autres grosses polémiques en tout cas à ma connaissance, qu'il y a eu sur l'Odyssée, la première concerne le personnage d'Hélène. Hélène de Troie, qui est donc la femme qui a engendré toute la guerre de Troie, qui est donc présente dans le film, on la voit pas beaucoup, mais elle est là, et elle est jouée par Lupita Nyong'o, qui est une actrice noire. Et les gens ont crié au scandale parce que oui, enfin, Hélène ne peut pas être noire, c'est pas possible, c'est pas cohérent. Je sais pas quoi dire de plus, quoi. Quel intérêt de crier au scandale pour ça, putain, ça change quoi? Ça change quoi de crier au scandale parce que, oh mon dieu, c'est pas possible qu'une femme puisse être noire en Grèce antique. C'est pas possible qu'il y ait des cyclopes non plus, bordel de merde. Arrêtez de casser les couilles. Ça me... Ah, moi ça me... Ça m'énerve. Surtout qu'en plus elle apparaît 40 secondes dans le film. C'est bon, desserrez-vous les fesses quoi. C'est un moment, arrêtez de casser les couilles. Donc voilà. Et la dernière grosse polémique, évidemment, concernait Elliot Page. Elliot Page, qui est donc un acteur, qui a commencé sa carrière en étant une actrice, Ellen Page, et qui maintenant a fait sa transition, est devenu un homme, Elliot Page, et il n'y a pas de problème là-dessus, tout va bien. Et il incarne donc ici Sinon, qui est un soldat à Troie et membre du groupe de Ulysse, du commandement de Ulysse. Et les gens ont crié au scandale, parce que, oh là là, il ne peut pas jouer un soldat troyen, puisqu'il est trans.
Je trouve ça aberrant en fait d'avoir ce genre de truc quoi. C'est un homme, physiquement tu le vois dans le film, à aucun moment tu te dis que ça a pu être une femme quoi. C'est un homme, c'est tout. Il est devenu homme et il est mieux comme ça et c'est super. Et dans le film on n'a aucun doute sur ça quoi. C'est pourquoi même maintenant qu'il est devenu un homme, il devrait quand même jouer que des femmes. Enfin je veux dire, faut que j'arrête de m'énerver sur internet, surtout que je dévie un peu, c'est pas le sujet, c'est voilà, mais tout ça pour dire que voilà, le film a eu beaucoup de polémiques et a fait beaucoup parler. Ça a été le trailer a été massivement disliké sur YouTube et sur les réseaux. Il a fait plus de dislikes et de acharnements haineux que le trailer du remake live de Blanche-Neige. Alors, c'est pas le même niveau quand même. Donc voilà, et pour des trucs qui ne pâtissent absolument pas dans le film quoi. Le film, il reste très bon, même encore plus avec ces éléments, parce que justement Sinon, le personnage de Sinon, pareil, on le voit pas énormément à l'écran, mais c'est un personnage que j'ai trouvé vraiment marquant du film et qui a il a un impact en fait sur le film et sur tout ça qui est hyper important. Et il travaille des choses avec ce personnage que j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage, même s'il apparaît pas beaucoup, je l'ai trouvé très très chouette pour tout ce qu'il représente, tout ce qu'il amène avec lui, tout ça. Et voilà. Et qu'il soit joué par un acteur trans, ça ne change rien au personnage, il ne change rien, voilà, il est très bien interprété par Elliot Page, il n'y a aucun problème là-dessus, donc arrêtez, desserrez-vous les fesses, putain, et calmez-vous, quoi, c'est... Merde. Oh. Bref, tout ça pour dire que, de toute façon, malgré toutes ces polémiques, le film reste vraiment très bon. Attends, c'est un Christopher Nolan, est-ce que ce mec a fait des mauvais films ? mais donc voilà, ça reste un film très bon, et avec de très bonnes idées, et qui est très bien réalisé. Évidemment, au niveau côté technique, encore une fois, on parle de Christopher Nolan, le mec sait ce qu'il fait, la technique est nickel, la technique est parfaite, les plans sont très beaux, sont chiadés, sont millimétrés, ça a été étudié pour l'IMAX, donc le son et l'image sont hyper travaillés, les costumes aussi, les décors aussi, les designs, enfin tout est super, toute la séquence Guerre de Troie, elle est magnifique, ça sent que tout paraît très organique et paraît très réel, parce que c'est Christopher Nolan. Quand tu vois un truc à l'image, le truc était là sur le tournage, quoi. Tout est là, quoi. C'est dans l'idée. Enfin, quand je dis tout, ils sont pas ramenés un cyclope. Mais dans l'idée, voilà, quand tu vois une tour qui s'effondre, il a vraiment fait s'effondrer une tour, le gars, tu vois. Alors c'est peut-être en maquette, peut-être certes, ou même pas. Des fois, c'est vraiment sur le décor, il fait effondrer des trucs. Donc voilà, donc ça apporte vraiment un côté organique et on s'y croit, quoi. On le vit. Le film quoi, on le vit, on est avec eux tout le long, toutes les scènes en bateau, quand ils essuient des tempêtes, quand ils tout ça, putain c'est prenant quoi, t'es dedans, t'es avec eux, t'es dans le chaos avec eux quoi, tu vis tout ça et tu le vis pleinement. Moi j'ai trouvé ça, c'était waouh, et puis moi j'adore les bateaux, donc vraiment j'étais trop content, mais c'est prenant, enfin c'est très réussi, mais en même temps c'est Christopher Nolan, le mec sait ce qu'il fait. Voilà, on peut pas en attendre mieux que de lui quoi, mais pour le coup, si t'es vraiment fan de Nolan, tout ça, vous allez kiffer, vous allez en prendre plein les yeux, même si vous n'êtes pas fan de Nolan. C'est un film qu'il faut voir au cinéma. C'est un réel, ces films, il faut les voir au cinéma. Que ce soit en IMAX ou pas, il faut les voir au cinéma. Et l'Odyssée, c'est épique, c'est grandiose, il faut aller le voir. C'est un film qui se voit au ciné. Ça, pour le coup, c'est un film qui se voit au ciné. Chose assez rare pour le souligner dans un film de Nolan, c'est pas Hans Zimmer qui a fait la musique. On la doit à Ludwig Göransson, un petit mec qui fait des musiques de films qui est pas très connu, encore une fois. Hein. C'est clairement une des étoiles montantes de la création musicale et des compositeurs de films sur le monde du cinéma. Et il va faire partie des très grands noms. Voilà, c'est pas une hot take de dire ça, c'est juste réel. Et ça fait un peu du bien d'avoir ce côté, de pas avoir Hans Zimmer sur du Christopher Nolan. Ça apporte un peu de fraîcheur. Et puis il y a des thèmes qui sont vraiment intéressants. Enfin, la musique est très bien quand même, mais du coup ça fait du bien quand même de s'éloigner un peu des de Christopher Nolan, de Hans Zimmer. Et non respect pour Hans Zimmer, j'adore toutes ces musiques. Hein. Vraiment, c'est no offense quand je dis c'est une façon de parler. Je calme, mais c'est calmos. Mais ça fait du bien un peu, ça apporte un peu avant de fraîcheur et ça démarque le film aussi dans la filmographie de Nolan. À ce niveau-là, quoi. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment chouette et c'était cool. Si je vais parler un peu de négatif, il y a des moments, ça va aussi avec le côté adaptation et le côté c'est une histoire qui est tellement énorme, qui a tellement posé les bases de tout que tu t'es obligé de couper des trucs et de raccourcir des trucs. Mais il y a des fois, il y a des choses, des dialogues ou tout ça qui sont un peu lourdingues. Dans les expositions, des fois, dans le début, où il y a des trucs
peut être un peu lourd dans les dialogues où c'est vraiment très raconté, très expliqué, très manichéen de là, Ulysse c'est mon père, oui c'est mon père, je l'ai rencontré en 42 avant Jésus-Christ. Enfin c'est assez toute la séquence d'exposition peut être assez plan-plan sur certains aspects comme ça, où ça peut être assez lourd comme en dialogue. Il y a des fois des éléments où on n'a pas le temps de te les montrer ou de te les raconter, du coup ça va être drop par un personnage dans une phrase. Genre ils affrontent un truc et les survivants repartent et sur le bateau ils disent ah oui en fait c'était le fils de Poséidon. Et on passe à autre chose. C'est un truc un peu impactant et important dans l'histoire d'Ulysse, ce truc-là. Mais du coup, voilà, il y a des trucs qui font un peu juste drop et on balance l'info très vite parce qu'on n'avait pas d'autre moyen de faire. Les dialogues peuvent être parfois un peu lourds, quoi. Et pareil, il y a toute la séquence des sirènes, qui est une séquence très bien, puisque donc pour le chant des sirènes attire les gens. Et c'est tout traité en fait de... Bah, y a un gros travail du silence, justement. Et c'est hyper intéressant. Et en même temps, en fait, cette scène est en même temps très bien, mais un peu mauvaise. Parce que, on est du point de vue de quelqu'un qui... si t'entends le chant des sirènes, globalement, c'est pas bon pour toi, tu vas les rejoindre et tu meurs, dans l'idée. Ça, plus ou moins tout le monde connaît ce pan-là, des sirènes. Et du coup, on est du point de vue de quelqu'un qui a les oreilles bouchées, pour pas entendre le chant des sirènes. Et... en fait, c'est très bien, genre ce qu'on voit et le travail du silence, et on n'entend rien de ce qui se passe sur le bateau, tout ça, on est vraiment dans le silence. Et en même temps, t'as Ulysse qui te raconte parce que... C'est un spoil pas... Ulysse entend le chant des sirènes d'une manière ou d'une autre, il finit par l'entendre. Et en fait, pendant cette scène-là, pendant que tu es dans un silence complet, enfin quasi complet, où tu vois juste les réactions des personnages qui entendent le chant des sirènes, des personnages qui l'entendent pas, et tout ça, machin, c'est hyper prenant. Et en même temps, tu as Ulysse qui te raconte ce qu'il entendait du chant des sirènes et qui s'écoute un peu parler. Et en fait, moi j'étais tellement pris... Enfin, ce qu'il disait m'intéressait pas tant que ça. Enfin, c'était assez pareil, c'était un peu lourdingue, un peu... Ouais, il s'écoute un peu parler en disant ça, et le reste était tellement silencieux et prenant ce qu'on voyait que ça suffisait à lui-même. Genre, il n'y avait clairement pas besoin en fait qu'il explique autant ce qu'était le chant des sirènes, ce qu'il avait entendu. La scène se suffisait à elle-même, quoi. Sans ça. Et du coup, j'ai complètement décroché de ce qu'il disait. Genre, j'ai eu le début, tout le milieu de ce qu'il dit, j'étais à fond dans l'image, pas du tout dans ce qu'il racontait, et j'ai repris à la fin quand t'arrives sur un plan sur lui où il finit de raconter ce truc, j'ai fait... Putain merde, il était en train de parler le con. Du coup voilà, c'est le petit reproche que j'ai à faire, c'est que je pense que la scène aurait été mieux s'il n'y avait pas eu tout le monologue d'Ulysse pendant tout le long. Ça aurait été tellement mieux, ça suffisait tellement à lui-même juste l'image. Et genre après tu cuts sur un marin qui lui dit bah alors qu'est-ce que vous avez entendu, ça ressemblait à quoi le chant des sirènes? Et tu vois Ulysse qui est impacté qui fait non, je veux pas en parler ou un truc comme ça, et du coup tu laisses au spectateur le soin d'imaginer vraiment les choses et tout, et t'as juste vu les réactions des personnages qui l'ont entendu et tout ça, parce que ça a l'air d'être à la fois horrible et en même temps extrêmement attirant, parce que des réactions que tu vois, ça a l'air d'être quelque chose qui t'impacte douloureusement, ça fait mal, c'est terrible, mais en même temps c'est tellement enivrant que tu peux pas t'empêcher d'aller les rejoindre, quoi. Donc ne pas expliquer, rester du point de vue du silence avec juste les réactions des gens, tout ça, et après qu'est-ce que t'as entendu, je vais pas le raconter, tu laisses le spectateur s'imaginer les choses, tout ça, et ça aurait tellement mieux fonctionné, je trouve, plutôt que d'avoir ce monologue d'Ulysse qui se branle sur le chant des sirènes. Voilà, j'ai adoré cette scène en même temps que je l'ai pas aimé, c'est assez terrible, mais voilà, ça reste une scène qui est très cool, qui vaut le coup, mais que tel son à ce moment-là. J'avais peur, en voyant les bandes annonces, que le film sache pas trop gérer les deux parties distinctes que sont Ulysse et son voyage retour et Télémaque et Pénélope qui contre les prétendants. J'avais très peur que, parce que dans le bouquin, Télémaque et Pénélope, c'est un quart quoi, du bouquin, tout le reste c'est Ulysse. Si mes souvenirs sont exacts en tout cas. Et j'avais peur que là, puisqu'on a des grosses têtes d'affiche qui sont dans cet arc-là, Télémaque c'est Tom Holland, Anna Thaoué pour Pénélope et le méchant qui est joué par Robert Pattinson, t'as des grosses têtes et tout ça, j'avais vraiment peur que le film fasse plutôt un moite-moite. Voire un déséquilibre, parce qu'au vu des bandes annonces, ça, j'avais même peur que ça fasse un déséquilibre et qu'on soit peut-être plus centré sur Télémaque et Pénélope que sur Ulysse.
Ce qui aurait été une immense erreur. Enfin, je veux dire, ce qui est intéressant, c'est quand même le voyage d'Ulysse dans le voyage d'Ulysse. Donc voilà. Et au final, non. C'est vraiment bien géré, chaque chose est à sa place. Il n'y en a pas un qui prend trop l'ascendant sur l'autre de manière péjorative, on va dire. Et j'ai été beaucoup plus intéressé par tout l'arc Télémaque-Pénélope que ce que je pensais. Je pensais vraiment que j'allais trouver ça un peu plus lourdin, que j'allais moyennement accrocher. Je paille en disant ça, c'était... Donc que j'allais moyennement accrocher, que j'allais pas de ça. Et au final, non, c'est vraiment bien géré, avec parcimonie, tout ça. Il y a des personnages forts, il y a tout ça. Du coup... c'était une crainte qui n'était pas fondée, enfin qui n'a pas eu lieu d'être, ce qui est une très bonne chose. Donc voilà, ça c'est bien géré, ça reste des personnages forts et marquants, même si on les voit moins qu'Ulysse forcément, parce que c'est le film sur le voyage d'Ulysse, mais ça reste des personnages forts avec des arcs forts, et voilà, même si évidemment le meilleur personnage du film c'est Ulysse. C'est lui qui a vraiment un vrai arc de personnage, avec une vraie évolution, des tenants, des aboutissants, toute la révélation, quand il parle de Troie, quand il tout ça, c'est vraiment un personnage fort qui mérite son titre de protagoniste, c'est le personnage fort Ulysse. Il est vertueux, il est tout ça, et j'aime bien aussi le côté un peu déconstruction du personnage. On a gagné la guerre, mais bon, c'était pas tout rose. Donc voilà, c'est assez intéressant ça aussi. C'est vraiment un personnage qui est très très chouette. Et toute sa relation avec ses hommes, je l'ai trouvé très cool aussi. C'est un petit peu présent dans le bouquin aussi, mais là c'est un peu plus nuancé dans celui-là, dans le film, j'ai trouvé, par rapport aux souvenirs que j'ai du bouquin, qu'encore une fois j'ai lu au collège, donc il y a 10 ans. Magnifique. Mais du coup, voilà, je trouve que la relation est un peu plus nuancée et elle fonctionne vraiment très bien. La relation entre Ulysse et son équipage, tous les rebondissements qu'il va y avoir, les moments bons, les moments moins bons, tout ça. Je trouve que ça, c'est vraiment un truc fort qui fait que, même si les péripéties peuvent parfois être trop courtes ou paraître vraiment mettre l'histoire sur pause et être un côté filler, tu prends plaisir à les suivre déjà parce que c'est du grand spectacle, c'est du grandiose, et aussi parce que t'es attaché à Ulysse, t'es attaché à ses hommes, t'es attaché un peu à tout ça, tu vois leurs relations avancer, tout ça au fur et à mesure des années que dure le voyage et tout. C'est vraiment, c'est une grosse réussite aussi, c'est très chouette quoi, c'est très chouette. Le climax, je l'ai trouvé très cool, je l'ai trouvé très très bien, je l'ai trouvé prenant, j'avais le cœur qui battait très très fort pendant le climax. J'ai trouvé vraiment très bien géré, très bien tout ça. Mais c'est vrai que il y a un petit truc un peu, on va dire, gênant dans le développement d'Ulysse, qui fait que le climax est très prenant, très chouette, mais peut-être pas super cohérent en vrai. Je vais pas développer plus, je vais développer plus dans une partie spoiler. Là, je vais enchaîner les parties spoiler, mais pour les gens qui regardent pas les parties spoil, voilà, il y a le climax est très bon, il fonctionne super bien, c'est très cool, c'est prenant, c'est vivant, c'est génial. Mais effectivement, en termes de caractérisation d'Ulysse et de tout ça, ça marche peut-être moyen, au vu de ce qui s'est passé avant. Voilà. Donc, un peu en demi-teinte, mais j'ai quand même passé un super moment devant. Et donc, timecode pour la partie spoiler, puisque là je vais révéler un peu plus en détail mon avis, parce que ça a peut-être fait tiquer les gens qui savent de quoi je parle. En gros, juste avant le climax, on a donc ce très beau discours de Ulysse et l'excellent flashback de Troie, où on a grosso modo la révélation que Ulysse s'en veut beaucoup, et que ils ont été des sinistres enculés à Troie, quoi, et que ça l'a vraiment trauma, et ça l'a atteint, et qu'il est responsable d'un énorme massacre, tout ça machin, et qu'il s'en veut, et que lui-même n'est pas tout rose, et que tout ça, et que il y a vraiment un côté démystification du mythe, du coup, c'est la définition du mot. Mais donc déconstruction du héros en fait, c'est pas un héros vertueux tant que ça, quoi, c'est quand même un homme très faillible et qui a fait de la merde aussi, quoi, Ulysse. Donc voilà, il y a ce côté vraiment le présenter beaucoup plus comme un homme à ce moment-là, quoi. C'est un homme, c'est pas un héros mythologique vertueux, parfait, qui survit à tout et qui est super fort. C'est un homme qui a fait des choix, qui a pris des décisions, qui vit avec le poids de ses choix-là et de ses décisions, qui vit avec ses remords et ses regrets. Mais ça reste un homme. Et après t'as le climax où il devient un héros mythologique indestructible qui défonce tout le monde. J'étais à fond dedans, j'ai trouvé ça génial,
C'était épique comme il faut, tout le massacre justement des prétendants dans la maison fermée à clé et tout, c'était génial, mais effectivement à ce moment-là, il n'est pas du tout un homme. Il est redevenu un héros mythologique, indestructible, qui pète tout le monde avec juste des flèches, voilà, et en fait, ça marcherait s'il n'y avait pas juste avant eu toute sa déconstruction pour le démystifier. Tu veux pas le démystifier et juste après le remystifier, quoi. Faut choisir, faut savoir couper la poire en deux. Et ce qu'aurait été intéressant pour avoir les deux, en fait, pour que la scène reste telle quelle, le climax reste tel quel, prenant, machin, tout ça, mais que il soit toujours juste un homme, on va dire, c'est... Coucou Chris, parce que c'est lui, quand on discutait du film, qui m'a soufflé cette idée, qui est effectivement très bonne, ça aurait été potentiellement que ce soit quelqu'un qui le raconte. Et là, tu justifies qu'il soit vu comme un héros, à ce moment-là. Là, tu justifies que il a, au fur et à mesure... que quand on raconte l'histoire, il a massacré tous les prétendants seul, avec juste son arc et ses flèches face à ses prétendants et machin. Et tu vois la scène raconté par exemple le conteur qui est joué par Travis Scott, je crois, qui apparaît à quelques moments dans le banquet et tout, qui est là, qui raconte un visage, je vois un machin. Tu te fais raconter tout le climax final, tout ça, et du coup tu justifies le côté qu'il devienne une légende à ce moment-là. Il est déjà une légende, Ulysse, mais que là il devienne vraiment un héros mythologique machin, alors que nous on sait que c'est un homme faillible, quoi. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai à dire là-dessus. J'espère que c'était clair et compréhensible, mais ça n'entache pas le climax pour autant. Le climax est toujours très bon. Moi j'étais vraiment, on l'a dit, j'étais vraiment à fond dedans. J'avais le cœur qui battait à 1000. C'était très prenant, c'était super. On sentait vraiment, il y avait le côté vraiment aboutissement de tout, quoi. Donc voilà, moi j'ai quand même beaucoup aimé, mais c'est vrai que quand on y réfléchit un peu, c'est pas super cohérent. Voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais à dire sur l'Odyssée. Dans l'idée, c'est peut-être pas le meilleur Nolan. Voilà, il y a quand même des trucs qui font qu'il y a des Nolan qui sont meilleurs. Mais ça reste un excellent film, évidemment. Peut-être pas excellent, ça reste un très bon film qu'il faut voir au cinéma. C'est le genre de film qui se voit au cinéma, c'est le genre de film qui se vit au cinéma. De toute façon, c'est Christopher Nolan, c'est le genre de réal qui se vit au cinéma. Donc je peux que vous encourager à aller voir l'Odyssée au cinéma, en IMAX si possible, sinon allez le voir, c'est déjà bien. Et voilà, c'est du grandiose, c'est du épique, c'est la grand-mère de toutes les histoires du monde. Franchement, allez-y, vous allez passer un très bon moment, c'est très divertissant. On ne voit pas les 3 heures passer, parce qu'ils durent longtemps quand même, mais on les voit pas passer, franchement, voilà. Quand j'ai dit, peut-être juste à certains moments des étapes qui font un peu filler, qui du coup peuvent rallonger un peu la sauce et donner un peu l'impression que c'est assez lent et que le film traîne un peu en longueur et que voilà, mais moi je l'ai pas du tout ressenti. Moi j'ai pas vu le temps passer, j'ai trouvé vraiment très cool. Voilà, je peux que vous encourager à aller voir l'Odyssée de Christopher Nolan, qui je trouvais est un très bon film. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur l'Odyssée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, évidemment. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine critique. A plus!